La salle d'audience était plongée dans un silence si profond et oppressant que le tic-tac régulier de l'horloge murale résonnait comme un marteau frappant l'enclume du temps. Tic, tac, tic. Chaque seconde qui s'écoulait semblait s'étirer, amplifiant la tension palpable qui flottait dans l'air lourd, chargé d'attentes et de non-dits. Mon épouse, Danielle Dubois, se pencha légèrement sur la table en chêne poli, son mouvement gracieux et étudié. Son parfum coûteux, un mélange sophistiqué d'agrumes pétillants et de musc profond, dérivait subtilement, mais de manière insistante, dans l'étroit espace qui nous séparait. Une intrusion olfactive dans mon calme précaire. Sa voix était basse, un murmure calculé, à peine audible, mais pas assez pour échapper à mes oreilles, affûtées par des années d'observation silencieuse. « Tu ne peux même pas te payer un avocat, Charles. » Puis, un son sec et aigu lui échappa, un rire. Ce n'était pas un éclat de rire franc, joyeux ou même moqueur, juste un petit hoquet sec, presque une exclamation de triomphe, comme si elle venait de prononcer une réplique d'une intelligence fulgurante, une vérité incontestable. Derrière elle, assise avec une élégance un peu trop ostentatoire, sa maîtresse, Laura Mercier, rit à son tour. Son rire était plus aigu, presque strident, une note discordante qui perçait le silence ambiant. Quelques personnes sur les bancs derrière nous gloussèrent discrètement. Des murmures étouffés, pas assez forts pour attirer l'attention du juge, mais juste assez pour que je les entende. Une vague de moquerie à peine contenue qui venait s'échouer à mes pieds. Je ne réagis pas. Je restais là, immobile, ancré dans ma propre détermination, ma pile de documents serrés contre moi, comme une armure invisible. Le juge, un homme aux traits fatigués mais au regard aiguisé, se cala plus confortablement dans son fauteuil en cuir, observant la scène par-dessus le cadre de ses lunettes fines. Son regard, à la fois las par l'habitude et perçant d'une curiosité inattendue, balayait la pièce, s'attardant un instant sur ma silhouette solitaire, comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme. Et quelques minutes plus tard, ce même juge se tournerait vers l'avocat de mon épouse et poserait la question qui glacerait toute la salle, une question emplie d'une ironie mordante. « Vous ne savez vraiment pas qui il est ? Mais cela viendrait plus tard, bien plus tard. D'abord, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, seul dans cette salle d'audience, sans avocat pour me défendre, face à l'orchestre de leur mépris. Mon nom est Charles Dubois. Ce matin-là, j'avais 52 ans. Et j'avais passé 27 ans de ma vie marié à une femme qui, dans son esprit, croyait deux choses fondamentales à mon sujet. Premièrement, que j'étais d'une loyauté inébranlable, un pilier sur lequel elle pouvait toujours s'appuyer. Deuxièmement, et c'était là l'erreur fatale, que je n'étais pas très intelligent, ou du moins pas assez pour percevoir ses manigances. Pendant la majeure partie de notre mariage, ces suppositions lui avaient plutôt bien réussi, lui permettant de naviguer à sa guise. Nous vivions à Lyon, en France, une ville dont les rues pavées, chargées d'histoire, et les façades haussmanniennes élégantes avaient été le décor immuable de notre vie commune, de nos joies et de nos silences. Danielle dirigeait une entreprise de construction de taille moyenne, Dubois Construction. Elle était spécialisée dans les rénovations commerciales, principalement des centres commerciaux de proximité, de petits parcs de bureaux et des bâtiments médicaux. Rien de tape à l'œil, pas de projet grandiose qui ferait la une des journaux, mais des revenus stables et fiables, une machine bien huilée qui assurait notre confort. Au début, quand nous étions jeunes, nos rêves encore intacts et nos ambitions entremêlées, nous étions juste tous les deux luttant pour joindre les deux bouts avec une énergie farouche. Daniel s'occupait des chantiers, supervisant les équipes et les projets avec une énergie débordante, son charisme naturel et son sens des affaires la rendant indispensable sur le terrain. Moi, je gérais tout le reste, l'épine dorsale administrative de l'entreprise, le moteur invisible qui faisait tourner la machine, les permis de construire, la paie des employés, les paiements aux fournisseurs, les formulaires d'assurance complexes, les déclarations d'impôts à la D, G, F, IP. C'était un travail ingrat, souvent invisible aux yeux de tous, mais absolument essentiel à la survie et à la prospérité de Dubois Construction. Je me souviens de ces nuits interminables où je restais assis à la table de la cuisine, la lumière blafarde du néon éclairant mes documents jusqu'à 2 heures du matin,
une calculatrice fidèle et une pile de factures devant moi, tandis que Danielle dormait paisiblement à l'étage. Elle devait se lever à 5 heures pour être sur les chantiers avant l'aube, et je veillais à ce que tout soit prêt pour elle. Je ne m'en plaignais pas. C'est ce que le mariage était censé être, n'est-ce pas? Deux personnes construisant quelque chose ensemble, main dans la main, partageant les fardeaux et les victoires, les sacrifices et les réussites. Je croyais sincèrement en cette vision, en notre partenariat indéfectible. L'entreprise grandit lentement au début, avec la prudence des jeunes pousses, puis elle connut une croissance fulgurante, s'étendant comme une traînée de poudre. Au moment de notre 20e anniversaire de mariage, Dubois Construction comptait 30 employés et des contrats s'étendant dans tout le Rhône, une réussite dont j'étais secrètement fier. C'est à peu près à cette époque que Danielle décida, avec une assurance grandissante, qu'elle n'avait plus besoin de mon aide, ou du moins, plus de mon aide directe. Ce ne fut pas un changement brutal, une rupture nette, mais une lente érosion de mon rôle, une lente et insidieuse mise à l'écart. D'abord, elle engagea un expert comptable externe, une femme brillante nommée Sylvie Martin, pour gérer les finances complexes. Puis, un chef de projet expérimenté, Marc, pour superviser les opérations sur le terrain. Et enfin, un contrôleur financier, Émilie, pour affiner les budgets. Chaque nouvelle embauche était un clou de plus dans le cercueil de ma participation active, une petite mort symbolique pour mon implication. Finalement, un soir, alors que nous dînions dans le silence feutré de notre salle à manger, elle m'annonça que l'entreprise était devenue trop complexe pour que je puisse suivre le rythme. « Tu en as assez fait, Charles ?» dit-elle, coupant sa viande avec une précision clinique, son regard ne rencontrant pas le mien. « Laisse les professionnels s'en occuper. » Je me souviens avoir hoché la tête, un geste mécanique, et avoir répondu d'une voix neutre « D'accord. » Parce qu'après 20 ans de vie commune, on fait confiance à sa femme quand elle dit des choses pareilles, on ne remet pas en question ses décisions. On ne se doute pas que ces mots, prononcés avec une telle désinvolture, sont en réalité le début de la fin, le premier domino d'une chute inévitable. Avec le recul, ce fut le moment précis où tout commença à basculer, où les fondations de ma vie, patiemment construites, commencèrent à se fissurer. Environ 6 ans plus tard, une période qui, rétrospectivement, me semblait avoir filé à une vitesse déconcertante, je commençais à percevoir des altérations subtiles, puis de plus en plus marquées, dans le quotidien de Danielle. Elle travaillait soudainement plus tard, les lumières de son bureau restant allumées bien après le coucher du soleil, et ses voyages d'affaires se multipliaient, l'éloignant de la maison pour des durées inhabituelles. Son dressing s'enrichissait de nouveaux costumes taillés sur mesure, des étoffes luxueuses dont l'odeur de neuf et de succès imprégnait l'air, une fragrance étrangère à notre vie d'avant. Au début, je m'efforçais de rationaliser ces changements, les attribuant à son ambition dévorante, à la croissance exponentielle de Dubois Construction sous sa direction. Je voulais y croire, y voir le signe d'une réussite partagée, même si mon rôle s'était réduit à celui d'un observateur silencieux. Puis, l'évidence commença à s'immiscer, insidieuse et implacable sous la forme de messages. Rien d'explicite, du moins pas au premier abord, juste de courts SMS qui s'affichaient sur l'écran de son téléphone, laissés négligemment sur le comptoir de la cuisine après un repas hâtif. Des fragments de conversation, des bribes d'une autre vie. Dîner demain. Un pincement au cœur. Tu me manques déjà. Une sensation de froid me glaça. Appelle-moi quand il dort. Ce dernier message fut un coup de poignard. Le doute s'insinua, froid et lancinant, une graine amère plantée dans mon esprit. Je n'avais pas besoin de chercher plus loin pour connaître l'identité de cette femme. Elle s'appelait Laura. Laura Mercier. Elle était une agente immobilière spécialisée dans les biens commerciaux, une figure montante dans le milieu lyonnais. Début de la trentaine, blonde platine, toujours impeccablement coiffée et vêtue, elle dégageait une aura de perfection glacée. Je l'avais rencontrée une unique fois, lors d'un cocktail d'affaires organisé par l'entreprise. Un événement mondain où les sourires étaient aussi nombreux que les poignées de main intéressées. Elle m'avait serré la main avec une fermeté presque excessive, comme si nous étions à un entretien d'embauche, son sourire parfait n'atteignant jamais ses yeux, qui restaient froids et calculateurs. « Danielle parle de vous tout le temps », avait-elle dit alors, une phrase qui, à l'époque, m'avait semblé anodine,
une simple politesse, mais qui résonnait désormais dans mon esprit comme une moquerie cinglante, une prémonition de la trahison à venir. Quelques mois plus tard, la façade s'effondra. Danielle déposa une requête en divorce. Elle n'essaya même pas de dissimuler la véritable raison, du moins pas avec des mots. « Nous nous sommes éloignés », déclara-t-elle un soir, assise en face de moi à la table de la cuisine, son regard fuyant le mien, incapable de soutenir le poids de ma déception. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de sa tasse de thé, un geste qui trahissait une gêne qu'elle s'efforçait de cacher. Une phrase creuse, un cliché usé pour masquer une trahison bien plus profonde, une vérité que nos 27 années de vie commune rendaient d'autant plus amère. Mais 2 semaines seulement après cette conversation évasive, le voile tomba définitivement. Je vis Laura monter dans la voiture de Danielle, une berline allemande rutilante, devant une brasserie chic de la rue de la République. Leur rire léger, flottant dans l'air frais du soir. Tant pis pour l'éloignement, pensais-je avec une amertume grandissante, le goût du mensonge emplissant ma bouche. Les papiers de divorce arrivèrent, 6 mois plus tard. Une pile de documents officiels, épais et froids, qui scellaient la fin de 27 ans de vie commune, réduisant notre histoire à une série de clauses juridiques. Danielle avait déjà engagé l'un des avocats spécialisés en divorce les plus agressifs de Lyon, Robert Lefebvre. Lefebvre avait une réputation bien établie dans les salles d'audience du Rhône. Coûteux, impitoyable et d'une efficacité redoutable. Il était connu pour sa capacité à démolir ses adversaires avec une précision chirurgicale. Et ce qu'il fit ce matin-là, dans le cadre feutré du tribunal, fut de brosser de moi un portrait qui, à l'entendre, semblait presque crédible, une caricature déformée de mon existence. Selon lui, j'étais un homme au foyer financièrement dépendant, un parasite qui avait très peu contribué au succès fulgurant de Dubois Construction. Danielle, en revanche, avait bâti l'entreprise de ses propres mains, grâce à un travail acharné, une vision audacieuse et un leadership indépendant. La salle d'audience, baignée d'une lumière pâle filtrant à travers de hautes fenêtres, sentait légèrement le vieux bois ciré et le café froid, une odeur âpre qui se mêlait à l'angoisse palpable flottant dans l'air. Laura était assise derrière Danielle, sur les bancs du public, les jambes croisées avec une élégance étudiée, vêtue d'une robe bleu pâle, dont le tissu et la coupe trahissaient un prix qui dépassait probablement la valeur de toute ma tenue. De temps en temps, elle se penchait et murmurait quelque chose à l'oreille de Danielle, un geste intime, presque complice, qui me tordait les entrailles, ravivant la douleur de la trahison. À un moment donné, sa voix, d'une clarté perçante, s'éleva juste assez fort pour que je l'entende. Peut-être que s'il avait passé moins de temps à se prélasser et plus de temps à apprendre un vrai métier, il pourrait se payer un avocat. Danielle gloussa, un son sec et méprisant qui résonna dans mes oreilles. Puis, elle se pencha vers moi, son regard enfin ancré dans le mien, et prononça la phrase qui, sans le savoir, donna le coup d'envoi à cette histoire. Le sourire narquois aux lèvres, un défi à peine voilé. « Tu ne peux même pas te payer un avocat, Charles. » Je tournai la tête et la regardai, non pas avec la colère que j'aurais pu ressentir, ni même avec la peine qui aurait été légitime, mais avec un calme étrange, presque serein, une détermination froide qui me surprenait moi-même. Car la vérité était que je pouvais m'en offrir un, et même le meilleur. Je n'en avais juste pas engagé. Mon plan, patiemment élaboré dans l'ombre, était sur le point de se dérouler. Lorsque le juge demanda si j'avais une représentation légale, je me levai, le dos droit, les épaules en arrière, et déclarai d'une voix claire et ferme qui portait sans effort dans la salle « Votre honneur, je me représenterai moi-même aujourd'hui. » Quelques personnes rirent, un son sec et désapprobateur qui ne fit que renforcer ma détermination, transformant leur mépris en une source inattendue de force. Robert Lefebvre esquissa un sourire, un rictus rapide et condescendant. Le juge, lui, ne sourit pas. Son visage resta impassible. Il acquiesça simplement, un mouvement de tête lent et mesuré, et dit d'une voix neutre « Très bien, monsieur Dubois. » Puis il baissa les yeux sur les documents étalés devant lui, signalant le début des hostilités. L'audience commença. Robert Lefebvre passa les 30 minutes suivantes à dérouler son argumentaire, expliquant avec une éloquence calculée pourquoi Danielle méritait presque tout. L'entreprise que nous avions bâtie,
la plupart des actifs que nous avions accumulés et l'intégralité des comptes d'investissement. Il parlait avec une aisance et une assurance déconcertantes, comme le font les avocats lorsqu'ils pensent que l'issue est déjà scellée, que la victoire est à portée de main. Danielle était assise là, détendue, un bras nonchalamment posé sur le dossier de sa chaise, son regard balayant la salle avec une confiance désarmante, comme si elle assistait à une pièce de théâtre dont elle connaissait déjà la fin. Laura, à ses côtés, souriait tout le temps, un sourire figé qui ne vacillait jamais. Finalement, après ce qui me sembla une éternité, le juge se tourna vers moi, son regard perçant. « Monsieur Dubois, dit-il, vous pouvez interroger le témoin. » Le moment était venu. Un léger grincement de bois résonna dans le silence tendu de la salle d'audience alors que je me levais de ma chaise. Mes mains, étonnamment fermes, ne trahissaient rien de la tempête qui grondait en moi. Chaque mouvement était délibéré, calculé. Je me dirigeais d'un pas mesuré vers le petit pupitre en bois clair, situé juste devant le banc imposant du juge. Avec une précision étudiée, je posais un classeur épais sur la surface polie. Danielle me regardait toujours, son expression amusée n'ayant pas vacillé, comme si elle attendait que le spectacle commence, convaincue de la futilité de mes efforts. À ses côtés, Maître Lefebvre arborait ce même petit sourire de courtoisie, un masque professionnel qui dissimulait à peine son assurance. J'ouvris le classeur, les pages bruissant à peine, et tournai lentement jusqu'à la première. Puis, je levai les yeux, fixant directement Danielle. « Madame Dubois, » dis-je, ma voix claire et posée, perçant le silence attentif de la pièce. « Reconnaissez-vous une entreprise appelée Fourniture du Rhône ?» Elle haussa les épaules, un geste désinvolte qui se voulait rassurant. « Bien sûr, » répondit-elle avec une pointe d'ennui. « C'est l'un de nos fournisseurs, un partenaire de longue date. » J'acquiesçai lentement, sans briser le contact visuel. Derrière elle, Laura, qui jusqu'alors semblait absorbée par le spectacle, changea imperceptiblement de position sur sa chaise, un frémissement d'agitation traversant son attitude décontractée. Je fouillai dans mon dossier, en sortis un document soigneusement plié, et le silence de la salle fut seulement rompu par le tic-tac régulier de l'horloge murale, égrenant les secondes avec une implacable indifférence. Je plaçai le papier sur le vidéoprojecteur, sa surface blanche s'illuminant soudainement. Et c'est à cet instant précis que la première fissure, infime mais réelle, apparut dans la petite histoire parfaite que Danielle s'était construite. J'aimerais pouvoir vous dire qu'au moment où j'ai placé ce document sous le vidéoprojecteur, tout a basculé, que les masques sont tombés et que la vérité a éclaté. Non, pas immédiatement. Danielle avait toujours l'air détendu, son sourire confiant toujours en place. Maître Lefebvre conservait son petit sourire de courtoisie, imperturbable. Laura était toujours appuyée en arrière sur sa chaise, les bras croisés, comme si elle assistait à une pièce de théâtre dont elle ne comprenait pas encore les enjeux, car aucune d'elles ne saisissait encore pleinement ce qu'elles avaient sous les yeux. Et ce malentendu, cette incapacité à voir au-delà de l'évidence, avait joué en ma faveur pendant des mois, me permettant de tisser ma toile patiemment. Mais pour expliquer cela, pour que vous compreniez l'ampleur de ce que j'étais sur le point de révéler, je dois vous ramener à la nuit où j'ai réalisé pour la première fois que quelque chose n'allait pas, où le doute s'insinua, froid et lancinant. C'était fin octobre, une de ces froides nuits lyonnaises où le vent soufflait depuis la Saône, faisant claquer les volets avec une régularité sinistre. La maison entière semblait vide, résonnant du silence laissé par le départ progressif de Danielle. Elle avait déjà commencé à passer ses nuits ailleurs. Le placard de notre chambre, autrefois rempli, ressemblait désormais à un endroit où quelqu'un aurait retiré la moitié des livres d'une étagère et aurait oublié de revenir, laissant derrière lui un vide palpable. J'étais assis, seul, à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert devant moi, une tasse de tisane à portée de main. Une vieille habitude, un rituel réconfortant dans le chaos. Pendant 20 ans, cette table avait été bien plus qu'un simple meuble. Elle avait été mon bureau, le centre névralgique de Dubois Construction. Formulaire de paie, chèques aux fournisseurs, déclaration fiscale, chaque document essentiel à la bonne marche de l'entreprise était passé sur cette surface en bois à un moment ou à un autre.
Même après que Daniel m'eut écarté des finances de l'entreprise, je savais encore où les choses se trouvaient. Et je savais encore les interpréter, comme un musicien connaît sa partition par cœur. Cette nuit-là, je m'étais connecté aux archives fiscales partagées que nous utilisions depuis des années. Le comptable, visiblement trop confiant ou simplement négligent, n'avait pas encore changé les mots de passe. Il avait probablement supposé que je ne prendrais pas la peine de regarder, que je serais trop abattu pour fouiller. Je ne cherchais pas les ennuis, pas activement du moins. Honnêtement, je cherchais à tourner la page, à trouver un sens à ce qui m'arrivait. Je voulais comprendre comment l'entreprise que j'avais aidé à bâtir, à laquelle j'avais consacré tant d'années de ma vie, s'était transformée en quelque chose dont j'étais soudainement et brutalement exclu. La première heure fut ennuyeuse, une succession monotone de chiffres et de noms. Bilan, factures de fournisseurs, contrats de location d'équipement, des choses parfaitement normales, le pouls régulier d'une entreprise saine. Puis, mon regard s'arrêta sur un nom qui ne me disait absolument rien. Fourniture du Rhône. La facture était petite, un peu moins de 30 000 €. Ce n'était pas inhabituel en soi. Les entreprises de construction paient constamment leurs fournisseurs pour le bois, l'acier, l'équipement électrique. Mais quelque chose dans ce nom me tracassait, une dissonance subtile. Après 20 ans passés à gérer la comptabilité de Dubois Construction, on se souvient de ses fournisseurs, de chaque partenaire. Fourniture du Rhône n'en faisait pas partie. Je fouillais les registres avec une détermination nouvelle. Un autre paiement apparut, puis un autre et encore un autre. À minuit, j'avais une feuille de calcul ouverte, remplie de données, et mon estomac commençait à se nouer, se serrant sous l'effet d'une anxiété grandissante. Fourniture du Rhône avait été payée des centaines de fois. Parfois 20 000 €, parfois 60 000 €, parfois plus. Et cela s'était étalé sur une période de 5 ans. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, le dossier grinçant légèrement sous mon poids, et me frottais les yeux avec une lassitude qui n'était pas seulement physique, mais aussi mentale. La fatigue de la nuit, combinée à l'anxiété montante, me donnait l'impression que mes paupières pesaient des tonnes. Cela n'avait absolument aucun sens, cette entreprise inconnue, ces paiements récurrents. Mon esprit, habituellement si ordonné, peinait à assembler les pièces de ce puzzle discordant. Avec une détermination nouvelle, je rouvris le navigateur et accédai au registre du commerce de Lyon. Je tapais le nom de l'entreprise, Fourniture du Rhône, dans la barre de recherche, le cœur battant un rythme irrégulier dans ma poitrine. Le résultat apparut en environ 2 secondes, une rapidité presque effrayante. Fourniture du Rhône SARL, enregistré 4 ans plus tôt. Propriétaire. D. Dubois. Ma première réaction fut une confusion tenace, une tentative désespérée de mon esprit de trouver une explication innocente. D aurait pu signifier n'importe quoi, me disais-je. Daniel, Dominique, Delphine. Mais une intuition glaciale, une prémonition désagréable, me poussait à aller plus loin. Quand je cliquai sur le fichier d'enregistrement et que je vis l'adresse postale, je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Une sensation qui se répandit comme de l'encre gelée dans mes veines. Une boîte postale dans le 2e arrondissement de Lyon. Le même bureau de poste que Daniel utilisait depuis des années pour le courrier qu'elle ne voulait pas recevoir à la maison. Ce détail, si anodin en apparence, fut le coup de grâce. Je fixai l'écran, les yeux rivés sur ces quelques mots qui venaient de faire basculer ma perception du monde. Le temps sembla s'étirer, chaque seconde lourde de révélations. Puis, avec un geste lent et délibéré, je fermai l'ordinateur portable. À ce moment précis, je réalisais 2 choses à la fois, avec une clarté brutale qui me coupa le souffle. Premièrement, mon épouse siphonnait discrètement de l'argent de l'entreprise. Le terme « discrètement » me semblait presque ironique, tant la piste était évidente une fois que l'on savait où regarder. Deuxièmement, et c'était là le véritable poids de ma découverte, si je tirais ce fil, tout le pull risquait de se défaire. Et le défaire ne ferait pas que blesser Daniel. Cela pourrait détruire l'entreprise, Dubois Construction, l'œuvre de toute une vie, l'entreprise qui employait 30 personnes, des familles entières qui dépendaient de ses salaires. Je l'avais aidé à bâtir, cette entreprise. Nous l'avions construite ensemble. Et j'avais également contribué à élever Émilie,
la fille de Daniel, née d'une précédente relation. Sa mère biologique était décédée alors qu'Émilie n'avait que 9 ans, emportée par un anévrisme cérébral. Daniel était anéanti à l'époque, perdu dans un chagrin qui l'avait rendue distante. Pendant des années, Émilie était venue me voir pour tout. Ses problèmes de devoirs, ses demandes d'admission à l'université, sa première rupture amoureuse. J'avais été son roc, son confident, la figure stable dans sa vie. Même après la réception de la requête en divorce, Émilie continuait de m'appeler une fois par mois. « Salut papa », disait-elle automatiquement, un réflexe affectueux, avant de se corriger avec un léger embarras. « Pardon Charles ». Je lui répondais toujours que ce n'était rien, qu'elle n'avait pas à s'excuser. Au fond de mon cœur, elle restait mon enfant, celle que j'avais vue grandir, que j'avais consolée et guidée à travers les méandres de l'adolescence. Ce lien indéfectible, même les papiers d'un tribunal ne pouvaient le briser. Alors, cette nuit d'octobre, je refermai l'ordinateur portable, le couvercle claquant doucement dans le silence de la cuisine. J'essayais de me convaincre, avec une force désespérée, que j'avais tout imaginé, que les chiffres qui dansèrent dans ma tête, 30 000 euros, 50 000 euros, 70 000 euros, n'étaient que le fruit d'une imagination fatiguée, d'une nuit trop longue passée à éplucher des documents. Mais une partie de moi, celle qui connaissait Daniel mieux que quiconque, savait déjà que je n'en avais pas fini avec cette histoire. Le doute, une graine froide et tenace, avait été semée, et elle commençait déjà à germer dans le terreau fertile de mes inquiétudes. La nuit suivante, l'appel de la vérité était trop fort pour être ignoré. Je rouvris les dossiers, les étalant sur la table de la cuisine avec une précision presque rituelle. Puis la nuit d'après, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cela devienne une routine silencieuse et clandestine, une obsession nocturne. Daniel dormait à l'étage à cette époque, les soirs où elle rentrait. Moi, je m'asseyais à la table de la cuisine, la petite lampe de travail allumée, son faisceau concentré éclairant les pages jaunies des registres financiers, les factures détaillées, les relevés de virements bancaires, les déclarations fiscales. La maison était toujours d'un calme profond à cette heure-là, seulement troublée par le léger ronronnement du réfrigérateur et le passage occasionnel d'une voiture lointaine dans la rue, ses phares balayant un instant la fenêtre avant de disparaître. C'était une atmosphère de conspiration domestique, où chaque clic de souris résonnait comme un coup de marteau dans le silence, chaque page tournée, un aveu chuchoté. Une nuit, vers 1 heure du matin, j'avais étalé la moitié des registres de paiement de l'entreprise sur la table, des piles de documents formant une topographie de la fraude, lorsque j'entendis des pas dans l'escalier. Mon cœur fit un bond, un sursaut violent qui me coupa le souffle. Daniel entra dans la cuisine en peignoir, se frottant les yeux d'une main, l'air à moitié endormi, les cheveux en bataille. « Qu'est-ce que tu fais debout ?» demanda-t-elle, sa voix rauque de sommeil, encore imprégnée des brumes de la nuit. Avec une rapidité que je ne me connaissais pas, je retournai un lourd livre de cuisine sur les papiers, masquant la preuve de mes investigations avant qu'elle ne puisse les voir. « Je n'arrivais pas à dormir, » répondis-je, essayant de paraître aussi naturel que possible, ma voix étonnamment calme malgré la panique qui me serrait la gorge. Je pensais essayer une nouvelle recette de soupe. Elle se versa un verre d'eau, le tint un instant avant de le vider d'un trait, jetant à peine un regard vers la table, son esprit encore engourdi par le sommeil. « Ne te couche pas trop tard », marmonna-t-elle, puis elle remonta à l'étage, ses pas lourds s'éloignant dans le couloir. Je restai assis là longtemps après son départ, immobile, écoutant les planches du parquet grincer tandis qu'elle retournait à la chambre, le bruit s'estompant peu à peu. Si seulement elle avait baissé les yeux sur cette table, si son regard s'était posé sur les documents que j'avais si hâtivement dissimulés, toute l'histoire aurait pu s'arrêter là, le dénouement précipité par un simple coup d'œil. Mais elle ne le fit pas. Daniel avait passé des années à croire une chose simple à mon sujet, que je ne faisais pas attention, que j'étais trop absorbé par mes propres pensées, par mes livres et mes chiffres, pour remarquer les subtilités de ses affaires, les ombres qu'elle laissait derrière elle. Elle avait sous-estimé ma capacité à observer, à analyser et surtout à me souvenir de chaque détail, de chaque anomalie. C'était son erreur et elle allait lui coûter cher. En novembre, la certitude s'était enfin posée, froide et inébranlable,
comme une pierre tombale sur les dernières illusions que j'aurais pu nourrir. J'avais confirmé le schéma, chaque chiffre s'alignant avec une précision glaçante, implacable, comme des soldats en rang dans une démonstration de force. Fourniture du Rhône n'était pas un véritable fournisseur. C'était une société écran, une coquille vide, une façade habilement construite pour masquer une escroquerie méthodique et soigneusement orchestrée. L'argent, notre argent, l'argent de l'entreprise, cet argent que nous avions tous deux contribué à gagner, année après année, circulait de Dubois Construction vers cette entité fantôme, Fourniture du Rhône, avant de disparaître sans laisser de traces apparentes, comme aspiré dans un gouffre invisible. Sur une période de 5 ans, le total des fonds détournés dépassait les 2 millions d'euros. 2,3 millions d'euros, pour être exact. La première fois que je calculais ce chiffre, assis seul à la table de la cuisine, sous la lumière crue et impitoyable de la hotte, un rire amer et creux m'échappa. Un son qui me surprit moi-même. Ce n'était pas un rire de joie, ni même d'amusement, mais un son étranglé par l'absurdité et l'ampleur vertigineuse de la somme. Elle me semblait irréelle, presque une invention de mon esprit fatigué, un chiffre sorti d'un roman policier plutôt que de notre propre comptabilité. Je fixai la feuille de calcul pendant de longues minutes, les chiffres dansant et se brouillant devant mes yeux secs de fatigue, et mon esprit s'attardait douloureusement sur tout ce que cet argent représentait concrètement. Notre retraite que nous avions planifiée ensemble dans des conversations qui me semblaient désormais appartenir à une autre vie, la stabilité précaire de l'entreprise que j'avais bâtie brique par brique, l'avenir d'Émilie. C'était le fruit de décennies de travail acharné, de sacrifices silencieux, de nuits longues et de week-ends sacrifiés, et il était en train d'être méthodiquement détourné, siphonné avec une froideur calculée qui me retournait les entrailles. Et soudain, comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été apparemment sans nuages, quelque chose que Laura Mercier avait dit quelques semaines plus tôt me revint en mémoire avec une clarté glaçante, photographique presque, comme si mon cerveau l'avait conservé intact pour ce moment précis. C'était lors d'un cocktail d'affaires au centre-ville de Lyon, un de ces événements mondains et superficiels où Daniel et moi faisions encore semblant de socialiser comme un couple normal, nos sourires tendus et appliqués, masquant l'abîme béant qui nous séparait depuis des mois. Laura était là, élégante et insaisissable comme à son habitude, entourée d'un groupe d'agents immobiliers, son rire cristallin résonnant dans la pièce avec une légèreté qui contrastait cruellement avec ce que ces mots allaient signifier. Elle ne savait pas que je me tenais juste derrière elle, un verre de vin à la main, le regard vaguement perdu dans la foule, quand elle s'était penchée vers Daniel, son murmure calculé à peine audible dans le brouhaha ambiant. Une fois le divorce prononcé, tu devrais vendre l'entreprise. On pourrait déménager quelque part au soleil. Nice, peut-être ? Daniel avait ri, un rire léger et complice, intime, le genre de rire que je ne lui avais plus entendu depuis des années. « J'aime l'idée », avait-elle répondu, son regard brillant d'une promesse secrète et partagée. À l'époque, ce moment m'avait piqué comme une flèche empoisonnée plantée dans le cœur de notre mariage agonisant, une douleur vive et brève que j'avais choisi d'ignorer. Maintenant, cela prenait une toute autre signification, une dimension sinistre et cohérente qui éclairait rétrospectivement des dizaines de petits détails que j'avais négligés. Parce que si Daniel vidait l'entreprise de sa substance avant de la vendre, si elle en extrayait méthodiquement la moelle jusqu'à ne laisser qu'une enveloppe creuse, il ne resterait pas grand-chose pour qui que ce soit d'autre. Ni pour les 30 employés qui comptaient sur leur salaire mensuel pour joindre les deux bouts, payer leur loyer, nourrir leur famille, ni pour Émilie, dont l'héritage et la sécurité financière étaient directement en jeu. Ce fut la nuit où j'arrêtai définitivement de me demander si je devais ignorer les chiffres, les refermer dans leur classeur et faire comme si de rien n'était, et où je commençais à chercher, avec une détermination nouvelle et inébranlable, comment les prouver au-delà de tout doute raisonnable. Je n'allais pas à la police. Je n'affrontais pas Daniel. L'idée même d'une confrontation directe me semblait prématurée et imprudente, risquant de la faire paniquer, de précipiter une fuite et de détruire en quelques heures des preuves qu'il m'avait fallu des mois à reconstituer. Au lieu de cela, je fis quelque chose dont Daniel aurait ri si elle l'avait su. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé de ma part.
moi qu'elle avait toujours considéré comme un homme de terrain plutôt que de livre. Je me mis à étudier en silence, méthodiquement, obstinément. Chaque soir, après le dîner, une fois que Daniel était absorbé par ses émissions de télévision ou ses appels téléphoniques dont la voix basse me parvenait depuis le couloir, je me plongeais dans des cours en ligne avec la concentration d'un étudiant qui prépare l'examen de sa vie. Audit comptable judiciaire, analyse de fraude financière, les méthodes par lesquelles les enquêteurs traquent l'argent à travers les sociétés écrans et les montages offshore, chaque sujet devenait une pièce supplémentaire du puzzle. Chaque concept maîtrisé me rapprochait un peu plus de la vérité documentable. Je regardais des conférences enregistrées, prenais des notes méticuleuses dans un carnet que je dissimulais sous une pile de magazines dans mon bureau, transformant notre salon silencieux en une salle de classe improvisée, les lumières tamisées et le silence de la nuit complice de ma quête solitaire. Chaque nuit, après que Daniel soit allé dormir, le bruit de ses pas s'estompant dans le couloir jusqu'au silence complet, je m'entraînais sur les propres registres de l'entreprise, décortiquant les transactions une par une, cherchant les anomalies, les répétitions suspectes, les montants trop ronds, les fréquences trop régulières pour être innocentes. Ce n'était pas facile. À 52 ans, apprendre de nouveaux systèmes et une terminologie comptable et juridique complexe me semblait plus laborieux, plus lent qu'à 25 ans. Les connexions se faisaient plus difficilement. Les nuits, trop courtes, laissaient des traces plus profondes le matin. La fatigue s'accumulait, s'incrustant dans mes épaules et derrière mes yeux. Mais la logique profonde de tout cela avait un sens qui me maintenait debout, qui remplaçait le sommeil manquant par quelque chose de plus tenace. Les chiffres en avaient toujours eu du sens. « Ils ne mentent jamais », disait mon père. Et cette phrase, entendue des centaines de fois dans l'atelier poussiéreux de mon enfance, résonnait maintenant avec une justesse que je n'aurais jamais imaginée. Et je savais, avec une conviction croissante et profonde, que l'argent laisse toujours des traces, des empreintes indélébiles gravées dans la réalité des transactions, impossibles à effacer vraiment. En quelques mois, je compris quelque chose d'essentiel que Daniel et son avocat ne comprenaient pas, ou du moins qu'ils espéraient sincèrement que personne d'autre ne comprendrait jamais. Quand on suit l'argent avec suffisamment d'attention et une patience inébranlable, quand on refuse de se décourager devant les fausses pistes et les écrans de fumée, il finit invariablement par révéler la vérité qu'on lui demande de cacher. Et la vérité que je découvrais, couche après couche, formait une piste si large, si évidente dans sa construction même, que les enquêteurs professionnels l'auraient repérée depuis le premier regard. Au moment où l'audience de divorce arriva enfin au palais de justice de Lyon, par un matin de mars froid et gris, j'avais des mois de cette vérité soigneusement accumulée, méticuleusement organisée, chaque document classé dans l'ordre chronologique, chaque transaction expliquée et reliée aux suivantes, dans le classeur posé sur le pupitre devant moi. Son poids physique, concret entre mes mains, était à l'image exacte du poids de la preuve qu'il contenait. Ce qui nous ramène à ce moment précis, à cet instant suspendu, où Daniel, avec une arrogance à peine voilée, la même arrogance tranquille qu'elle avait cultivée et affinée pendant des années, affirma que Fourniture du Rhône n'était qu'un simple fournisseur, une entité légitime et banale parmi d'autres, rien de plus que ce que son nom indiquait. Je laissai le silence peser dans la salle d'audience pendant une seconde entière, savourant l'instant avec une sobriété que je ne m'étais pas connue, la tension palpable qui s'épaississait dans l'air comme avant un orage. L'atmosphère de la salle était lourde d'attentes retenues, le juge penché imperceptiblement en avant, ses yeux perçants et expérimentés fixés sur nous alternativement, son visage entraîné à l'impassibilité absolue, mais que quelque chose d'attentif avait traversé. Puis, je repris la parole, ma voix étonnamment calme, d'une régularité que je n'aurais pas été capable d'expliquer, résonnant avec une clarté inattendue dans le silence feutré de la salle. « Madame Dubois », dis-je, mon regard fermement ancré dans le sien, sans le moindre tremblement. Êtes-vous également la propriétaire enregistrée de Fourniture du Rhône S.A.R.L. Pour la première fois de toute la matinée, Daniel ne répondit pas immédiatement. Son assurance habituelle, ce vernis parfaitement entretenu de femme qui maîtrise chaque situation, vacilla visiblement, comme une flamme sous un courant d'air froid. Elle cligna des yeux une seule fois, juste une fois.
Mais après 27 ans de mariage, après 27 ans de matins partagés et de silences chargés, je connaissais ce clignement précis comme je connaissais ma propre respiration. Il signifiait qu'elle réfléchissait vite, trop vite, que son cerveau fonctionnait à toute vitesse, cherchant désespérément une échappatoire, une formulation, un angle de sortie. Ses yeux se tournèrent brièvement vers Robert Lefebvre, son avocat, installé à sa gauche avec son expression professionnellement neutre, une question muette et urgente dans son regard. Puis revinrent vers moi, une lueur de panique à peine dissimulée sous le masque du calme. « Non », dit-elle finalement, après ce silence qui avait duré une fraction de seconde de trop, sa voix manquant de son assurance habituelle, un filet mesurable de son arrogance s'étant évaporé quelque part dans cet unique clignement d'yeux. Le mot tomba à plat dans la salle d'audience silencieuse, lourd et creux à la fois, un mensonge évident pour quiconque savait lire entre les lignes ou simplement prêter attention. Robert Lefebvre, sentant le danger se préciser comme un front d'orage à l'horizon, se pencha légèrement en avant, reprenant l'initiative avec le réflexe d'un professionnel rompu aux situations délicates. « Monsieur Dubois », dit-il d'une voix douce et assurée, modulée avec soin pour tenter de couper court au chuchotement qui commençait à naître dans les rangs derrière nous, « à moins que vous n'ayez quelque chose de directement pertinent pour la procédure de divorce ?»« J'en ai », répliquai-je, sans hésitation, ma voix toujours parfaitement calme, mais portant en elle une pointe d'acier tranquille qui ne laissait aucune place au doute ni à la négociation. Je tournai une page de mon classeur, un geste lent et parfaitement délibéré, dépourvu de toute hâte. Le papier fit un léger bruissement contre la surface du pupitre, un son infime en soi, mais qui, dans le silence tendu de la salle, capta l'attention de tous simultanément, amplifié par l'attente collective. Le juge observait avec une intensité accrue maintenant, son regard s'étant imperceptiblement affiné. Chaque regard dans la salle s'était tourné vers moi. Je soulevai le document suivant, une feuille imprimée avec une netteté impeccable sur laquelle aucun détail ne pouvait être contesté, et le plaçai méthodiquement sous le vidéoprojecteur. Instantanément, un formulaire d'enregistrement d'entreprise remplit l'écran géant suspendu au mur de la salle. Ses caractères nets, précis et irréfutables, visibles depuis chaque recoin de la pièce. Fourniture du Rhône SARL, propriétaire, Daniel Dubois. Une prise de conscience glaçante se lisait sur le visage de Daniel avec une lenteur presque cinématographique, comme si le temps lui-même s'était alourdi, son monde s'effondrant sous le poids silencieux et inexorable de sa propre tromperie. Un léger frémissement parcourut les bancs de bois derrière nous, un son à peine perceptible, mais qui trahissait sans équivoque la nervosité ambiante. Daniel se pencha lourdement en avant sur sa chaise, son visage tiré, les traits contractés par l'angoisse. Elle cherchait désespérément à reprendre le contrôle, à masquer la panique qui commençait à l'étouffer. « Cela ne prouve rien », lança-t-elle d'une voix précipitée, presque haletante. Je ne pris pas la peine de discuter. Au lieu de cela, je posai ma question suivante, ma voix demeurant aussi stable que le roc. « Madame Dubois, repris-je, mon regard ancré dans le sien, la boîte postale indiquée sur cet enregistrement est-elle la même que celle que vous avez utilisée pour le courrier de Dubois Construction par le passé ?» Elle hésita. Robert Lefebvre bondit de sa chaise. « Objection, votre honneur !»« Pertinence !» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une urgence forcée. Le juge étudia le document sous le vidéoprojecteur pendant un long moment, ses yeux perçants passant d'une ligne à l'autre. Finalement, il releva la tête. « Rejeté !» déclara-t-il d'une voix ferme et sans appel. « Le témoin peut répondre. » Daniel s'éclaircit la gorge, un son rauque et incertain. « Oui !» répondit-elle finalement, le mot semblant lui arracher la gorge, teinté d'une réticence palpable. Ma main, posée à plat sur le pupitre en bois, demeurait étonnamment stable. « Cela m'a un peu surpris », ajoutai-je, un soupçon d'ironie à peine perceptible dans ma voix. À l'intérieur, mon cœur battait la chamade, plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Mais la chose étrange avec une préparation aussi minutieuse, c'est que lorsque vous avez répété une scène 100 fois dans votre tête, anticipant chaque réaction, chaque mot, le moment réel, bien que chargé d'une émotion intense, prend une tournure presque familière.
Chaque geste, chaque mot prononcé était une étape calculée d'un plan longuement mûri. Je tournai la page suivante de mon classeur. « Votre honneur », dis-je, ma voix retrouvant sa pleine assurance. Je souhaiterais maintenant afficher les relevés de paiement de l'entreprise Dubois Construction à Fourniture du Rhône SARL sur les 5 dernières années. Robert Lefebvre laissa échapper un soupir audible, un mélange d'exaspération et de résignation. Daniel s'agita de nouveau sur sa chaise, son regard fuyant, cherchant désespérément une échappatoire. Le vidéoprojecteur changea d'image. Un tableau complexe, aux lignes et colonnes impeccablement alignées, remplit l'écran géant. Des chiffres s'étalaient, des dates précises, des montants détaillés et des confirmations de virements bancaires, le tout présenté avec une clarté impitoyable. Je désignai le bas de la page, où le total était clairement affiché en gras. Le montant total de ces paiements s'élève à 2,3 millions d'euros, annonçai-je, la somme résonnant lourdement dans la salle, chaque mot portant le poids de la trahison. Derrière moi, quelqu'un murmura un « Mon Dieu !» incrédule, un souffle d'étonnement qui traversa les bancs du public. Robert Lefebvre se pencha de nouveau vers le juge. « Votre honneur !» commença-t-il, sa voix empreinte d'une urgence feinte. « Ces chiffres sont interprétés par une personne sans qualification financière reconnue. Sa lecture ne peut être considérée comme une preuve fiable. » C'est à ce moment précis que le juge se pencha lentement en arrière sur sa chaise, avec la délibération tranquille d'un homme qui n'a jamais besoin de se presser. Un sourire énigmatique esquissé sur ses lèvres minces, comme s'il venait de reconnaître la pièce finale d'un puzzle qu'il avait contemplé depuis le début. Il posa la question qui allait tout changer, d'une voix si posée, si dépourvue d'artifice, qu'elle en était presque redoutable. « Maître, » dit-il calmement, son regard perçant fixé sur Robert Lefebvre avec une précision chirurgicale. « Vous ne savez donc vraiment pas qui il est ?» La salle d'audience devint absolument silencieuse, d'un silence total et soudain, comme si l'air lui-même avait retenu son souffle. Robert Lefebvre fronça légèrement les sourcils, l'air perplexe, visiblement décontenancé pour la première fois depuis le début de l'audience, lui dont la maîtrise professionnelle semblait jusqu'alors inébranlable. « Je suis désolé, votre honneur, » répondit-il, une pointe d'incertitude inhabituelle colorant sa voix, un fêlure à peine perceptible dans le vernis de l'assurance. Le juge retira ses lunettes avec un geste lent et réfléchi, les posa délicatement sur le banc devant lui, comme s'il s'accordait un instant pour mesurer le poids de ce qu'il allait dire. Puis, il tourna son regard directement vers moi. Un regard qui n'était ni bienveillant ni hostile, simplement direct, celui d'un homme qui dit les faits tels qu'ils sont. « Monsieur Dubois a déjà comparu devant ce tribunal », déclara-t-il, sa voix grave et mesurée, résonnant sans effort dans le silence suspendu de la salle. Robert Lefebvre parut encore plus confus, ses sourcils se rapprochant davantage, ses yeux allant et venant entre le juge et moi, comme s'il cherchait à réconcilier deux images contradictoires. Le juge poursuivit sans hâte, laissant chaque mot trouver sa place, en tant qu'expert judiciaire. Le silence dans cette pièce s'épaissit encore, devenant presque palpable, presque une présence physique que l'on pouvait sentir peser sur les épaules. L'expression de Robert Lefebvre fut la première à changer, une prise de conscience glaçante se lisant sur son visage comme une encre qui se répand lentement sur du papier blanc, recomposant ses traits en quelque chose qui ressemblait à de la consternation. Puis ce fut au tour de Daniel, dont les traits se figèrent progressivement, l'un après l'autre, son teint virant au blême avec la lenteur inexorable d'une lumière qui s'éteint. Laura Mercier, assise derrière elle dans la rangée des observateurs, cessa complètement de sourire, son masque de confiance et de légèreté s'effondrant en un seul instant, laissant place à un visage nu que je ne lui avais jamais vu. Le juge croisa les mains sur le banc avec calme, le geste de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Monsieur Dubois a témoigné dans 3 procès pour fraude financière dans cette même salle d'audience au cours des 2 dernières années, expliqua-t-il d'une voix qui portait sans effort jusqu'au dernier rang, comme si la salle elle-même amplifiait ses mots. 2 de ces affaires ont abouti à des condamnations. L'écho de ces mots résonna dans le silence,
lourd de conséquences, chargé d'une signification que chacun dans la salle mesurait à sa propre façon. Robert Lefebvre se tourna lentement vers Daniel, d'une lenteur presque irréelle, son visage d'une pâleur cadavérique qui contrastait cruellement avec l'assurance sereine avec laquelle il était entré dans cette salle quelques heures plus tôt. « Vous ne m'avez pas dit cela, » murmura-t-il, sa voix à peine audible, réduite à un souffle, portant en elle autant de reproches que d'incrédulité. Daniel, quant à elle, semblait avoir perdu tout appui sous ses pieds, comme si le sol poli de la salle d'audience s'était dérobé sous elle, la laissant suspendue dans un vide qu'elle n'avait pas anticipé. « Je ne savais pas, » marmonna-t-elle finalement, après un silence qui dura une seconde de trop. Un aveu de défaite qui sonnait creux dans le silence tendu, résonnant contre les murs comme quelque chose d'irrémédiable. Et cette partie-là était, en réalité, vraie. Je ne lui avais jamais rien dit de mes activités parallèles, de cette nouvelle voie que j'avais empruntée dans le silence de nos nuits séparées. Ces cours du soir dont j'avais parlé plus tôt, ces heures longues et solitaires passées à étudier des manuels d'audit et de comptabilité forensique après que Daniel se soit endormi, le bruit de sa respiration régulière me parvenant parfois depuis le couloir, avait mené, pas à pas, à un travail de certification rigoureux, puis à un petit rôle de consultant indépendant que je n'avais confié à personne. Je travaillais discrètement, dans l'ombre, aidant les enquêteurs à retracer les flux financiers complexes, à démêler les écheveaux savamment emmêlés de la fraude, à transformer des colonnes de chiffres en récits compréhensibles pour des jurés. Ce n'était pas un travail glamour, loin de là, rien qui aurait impressionné à un dîner en ville. Juste des heures silencieuses passées à examiner des documents, des bilans, des relevés bancaires, des factures, à chercher patiemment les anomalies, les incohérences, les décalages infimes qui révèlent ce que les auteurs de fraude s'acharnent à dissimuler. Mais cela m'avait appris une chose d'une valeur inestimable, une vérité que mon père avait exprimée autrement dans son atelier et que j'avais retrouvée, des décennies plus tard, dans des salles d'audience. L'argent laisse toujours des traces, des empreintes indélébiles gravées dans la réalité des transactions, impossibles à effacer vraiment. Et mon ex-épouse, Danielle, dans son arrogance tranquille et sa négligence fondamentale, avait laissé une piste si large, si évidente dans sa construction même, que n'importe quel enquêteur l'aurait repérée au premier examen sérieux. Le juge reporta son regard sur moi, le même regard direct et dépourvu d'ornement. « Vous pouvez continuer, monsieur Dubois », dit-il, sa voix grave et posée, accordant ces quelques mots avec la sobriété d'un homme qui sait que les faits n'ont pas besoin d'être dramatisés pour produire leur effet. Je hochai la tête, un sentiment de calme et de détermination m'envahissant, ce calme particulier qui n'appartient qu'au moment où l'on sait exactement où l'on se trouve et ce que l'on doit faire. Puis je me tournai de nouveau vers Daniel, dont le visage était maintenant une toile ouverte de détresse, les traits défaits de toute construction, réduits à quelque chose de nu et d'involontaire. « Madame Dubois », repris-je, ma voix résonnant avec une clarté que je ne cherchais pas à rendre impitoyable, mais qui l'était malgré tout, de par la seule précision des faits. « Souhaitez-vous que j'explique au tribunal comment Fourniture du Rhône reçoit les paiements de votre entreprise, Dubois Construction, et où cet argent est ensuite acheminé ?» Elle fixa la table devant elle, ses yeux perdus dans le bois sombre du pupitre, comme s'il cherchait une issue que la surface lisse et impassible refusait de lui offrir. Sa mâchoire se contractait sous l'effort de contenir quelque chose. De la colère peut-être, ou simplement de la peur. Le silence était sa seule réponse pendant un long instant. Un silence qui disait plus que n'importe quelle formulation habile n'aurait pu le faire. Puis un « non » à peine audible s'échappa de ses lèvres. Un mot réduit à sa plus simple expression. Lourde défaite, dépouillée de toute la superbe avec laquelle elle était entrée dans cette salle ce matin. Je rouvris mon classeur, le geste délibéré, méthodique, chaque mouvement calculé non pour impressionner, mais parce que la précision était devenue, au fil des mois, une seconde nature. Le léger froissement du papier fut le seul son audible dans la salle, amplifié par le silence qui l'entourait. Parce que si vous préférez, ajoutai-je, un sourire imperceptible aux lèvres, à peine une inflexion, je peux montrer au tribunal les relevés bancaires qui détaillent tout cela, virement par virement, centime par centime.
Robert Lefebvre se leva brusquement, son siège raclant le sol carrelé avec un bruit strident et discordant qui trancha le silence comme une lame. « Votre honneur, nous avons besoin d'une suspension d'audience », s'écria-t-il, sa voix trahissant une urgence désespérée que toute sa formation professionnelle ne parvenait plus à contenir. Le juge ne daigna même pas tourner la tête vers lui. « Refusé », répondit-il d'une voix sèche et définitive, 2 syllabes qui fermèrent la parenthèse avant même qu'elle ne s'ouvre. Je plaçai un autre document sous le vidéoprojecteur, le même geste lent et précis que le précédent. Celui-ci affichait un virement bancaire, clair et net, imprimé en caractères impossibles à contester, impossibles à remettre en contexte ou à réinterpréter. De Dubois Construction à Fourniture du Rhône. Montant 62 000 €. Je désignai la colonne suivante avec la pointe de mon stylo, un geste presque pédagogique, celui d'un homme qui a appris à rendre l'évidence accessible à tous. De Fourniture du Rhône, l'argent est ensuite transféré vers un compte d'investissement privé, enregistré au nom de Madame Dubois. Daniel leva enfin les yeux vers moi, son regard empli d'une fureur froide. « Vous m'avez espionné !» cracha-t-elle, sa voix basse et menaçante. Je secouai lentement la tête. « Non », répondis-je, ma voix douce mais ferme. « J'ai fait la tenue de la comptabilité, celle-là même dont vous avez dit à tout le monde que j'étais incapable. » Un léger murmure parcourut la salle d'audience, un mélange de surprise et de compréhension. Le juge tapa légèrement son stylo contre le bureau. « Madame Dubois, » dit-il, son regard perçant fixé sur elle. « Ces relevés sont-ils exacts ?» Daniel ne répondit pas immédiatement. Le juge répéta la question, sa voix un peu plus insistante. Les épaules de Daniel s'affaissèrent légèrement. « Oui », dit-elle finalement, le mot sonnant lourdement, chargé de tout le poids de sa culpabilité. Le juge hocha la tête une fois, un geste bref et décisif. « Compte tenu de la nature de ces informations, » déclara le magistrat d'une voix calme mais inébranlable, « j'ordonne un audit judiciaire immédiat de l'entreprise Dubois Construction. » Un frisson parcourut l'échine de l'assistance, tandis que je sentais une vague de satisfaction froide m'envahir. Le visage de Robert Lefebvre devint encore plus pâle. À l'arrière de la salle, Laura Mercier se leva d'un bond, le bruit de sa chaise raclant le sol brisant le silence. Sans un mot, sans un regard en arrière, elle saisit son sac à main avec une précipitation évidente et se dirigea rapidement vers la sortie. Daniel la regarda s'éloigner, son regard vide suivant sa silhouette disparaître derrière la porte. Mais Laura ne se retourna pas une seule fois, scellant ainsi la fin de leur liaison et de toutes les illusions que Daniel avait pu entretenir à son sujet. C'était une fuite sans dignité, un abandon sans remords. Le juge, imperturbable, reporta son attention sur l'affaire de divorce. Concernant les biens matrimoniaux, reprit-il, tous les fonds dissimulés via Fourniture du Rhône seront considérés comme faisant partie de la communauté de biens. Il me regarda, un léger hochement de tête. Monsieur Dubois recevra donc la moitié de ses fonds, en plus de la moitié de l'évaluation de l'entreprise Dubois Construction. Daniel expira lentement, un souffle long et lourd qui semblait emporter avec lui toute sa résistance, toute son arrogance passée. Le marteau du juge s'abattit sur le bois avec un craquement sec et définitif, scellant le sort de Daniel, et par extension, le mien. C'était fini. 27 années de ma vie venaient de se refermer sur ce son. Et c'est ainsi que 27 années de mariage s'achevèrent, non pas dans un éclat dramatique, une scène de ménage déchirante ou des larmes amères, mais dans le silence feutré d'une salle d'audience, imprégnée d'une légère odeur de vieux bois ciré et de café froid, une atmosphère presque clinique. Pendant un instant, après le claquement sec du marteau du juge sur le bureau, personne ne bougea. C'était un de ces silences étranges, propres aux salles d'audience, après une décision capitale, un moment suspendu où le temps semblait s'être arrêté. On entendait à peine quelques froissements de papier, le léger grincement d'une chaise sous le poids d'un corps qui se détendait enfin, et un raclement de gorge discret dans les derniers rangs. Daniel restait figé sur sa chaise, une immobilité presque catatonique. Ses mains étaient posées à plat sur la table, ses doigts serrés à en blanchir les jointures, et son regard vide fixait les documents étalés devant elle. Robert Lefebvre se pencha vers elle, murmurant quelque chose avec une urgence palpable.
C'est la voix que les avocats adoptent lorsque le contrôle leur échappe, lorsque le verdict leur glisse entre les doigts. Je refermai mon classeur lentement, le cuir souple glissant sous mes doigts, un geste délibéré et apaisant. Pour la première fois depuis le début de cette audience interminable, mes mains se sentaient lourdes, un peu fatiguées, mais d'une fatigue saine. Pas tremblante d'émotion ou de nervosité, juste une lassitude profonde, celle qui s'installe après un effort prolongé, après avoir porté un fardeau pendant trop longtemps. 27 ans, c'est une éternité pour porter le poids des erreurs d'une autre, pour tenter de colmater les brèches d'une vie qui n'était pas entièrement la sienne. Le juge, impassible, rassembla quelques papiers sur son bureau. « Nous allons programmer l'examen financier sans délai », annonça-t-il d'une voix neutre. Robert Lefebvre se leva de nouveau. « Votre honneur, nous sollicitons une brève suspension d'audience. » Cette fois, le juge acquiesça. « 10 minutes, concéda-t-il, et le marteau frappa légèrement le bois. Aussitôt, les gens commencèrent à se lever, des murmures se répandant dans la salle. C'est alors que Danielle leva enfin les yeux vers moi. Elle me regarda, vraiment. Pas ce regard distrait qu'elle m'avait accordé pendant des années. Ce regard qui traversait ma personne comme on traverse un meuble familier dans une pièce. Non, cette fois, elle m'étudiait avec une intensité nouvelle, une confusion profonde, une sorte de sidération. C'était comme si elle découvrait un étranger, un visage qu'elle n'avait jamais vraiment vu auparavant. « Quand as-tu fait tout cela ?» demanda Danielle, sa voix à peine plus qu'un souffle rauque. L'éclat de colère qui avait animé ses yeux quelques instants auparavant s'était éteint, laissant place à une confusion profonde. Je glissai la dernière feuille de papier dans mon porte-documents en cuir. Le léger claquement du fermoir résonna dans le silence tendu. « Au cours de la dernière année, répondis-je, ma voix conservant une sérénité imperturbable. Elle répéta, incrédule, « Une année entière. » J'acquiesçai d'un léger mouvement de tête. « Tu as eu amplement le temps de t'en rendre compte, Danielle, » ajoutai-je, un soupçon d'amertume voilé dans ma voix. Robert Lefebvre, qui avait observé la scène avec une tension palpable, se frotta les tempes. « Monsieur Dubois, vous avez témoigné dans des affaires de fraude financière ?» me demanda-t-il, une lueur d'incrédulité dans les yeux. « Oui, » répondis-je simplement. « Pourquoi personne n'a-t-il jamais mentionné cela ?» insista-t-il. Je haussai les épaules. « Vous n'avez jamais posé la question. » Cette réponse irrita Danielle encore davantage. « Tu espionnais mon entreprise ?» s'exclama-t-elle. Je la regardai longuement. « Non, » dis-je d'une voix posée. Je consultais les comptes d'une entreprise que j'ai contribué à bâtir, Danielle. Cette réplique la coupa net. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle n'eut pas de réponse immédiate. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Les gens commencèrent à quitter lentement la salle d'audience, leur conversation étouffée, se dissolvant dans le brouhaha discret des chaises que l'on recule et des papiers que l'on rassemble. Je restai à ma place, les mains posées à plat sur mon classeur fermé, observant le balai des départs avec une tranquillité que je ne m'étais pas connue depuis longtemps, peut-être depuis des années. Après quelques minutes, Danielle se leva à son tour. Ses mouvements lents, presque mécaniques, dépourvus de cette fluidité assurée qui avait toujours été la sienne, comme si chaque geste lui coûtait un effort qu'elle devait consciemment consentir. Elle se dirigea vers la fenêtre latérale de la salle, les mains enfoncées profondément dans les poches de son tailleur, son dos tourné vers moi, regardant peut-être la lumière grise de Mars filtrée à travers les hautes vitres poussiéreuses. Quand elle reprit la parole, sa voix était plus basse, presque un murmure, dépouillé de toute armure. « Tu aurais pu venir me voir. » L'envie de rire me prit, une réaction amère et inattendue, un écho lointain du rire creux qui m'avait échappé quelques mois plus tôt à la table de la cuisine. « Danielle, » dis-je doucement, sans dureté, simplement avec la fatigue tranquille de quelqu'un qui a cessé de se battre contre l'évidence, « si j'étais venu te voir, tu aurais tout nié en bloc. » Elle ne répondit pas. Nous savions tous les deux, dans ce silence qui n'avait pas besoin d'être rempli, que c'était la pure vérité, aussi simple et irréfutable que les chiffres de mon classeur. Quelques minutes plus tard, l'huissier de justice annonça la reprise de l'audience de sa voix officielle et sans timbre. Chacun regagna sa place, le froissement des vêtements et les pas sur le parquet ciré reconstituant progressivement l'ordre formel de la salle.
Laura Mercier n'était pas revenue. Je vis Daniel jeter un coup d'œil furtif vers la porte du fond, un regard bref et presque involontaire, peut-être dans l'espoir de la voir réapparaître, de retrouver quelque chose d'intact dans ce qui s'effondrait. Mais la porte resta close, immobile, scellant son absence avec une indifférence définitive. Le juge entra, son visage grave et concentré, reprenant sa place avec le même calme souverain qu'il n'avait jamais abandonné. « Reprenons », dit-il. Robert Lefebvre tenta une dernière manœuvre, avec l'énergie un peu désespérée d'un homme qui sait qu'il joue ses dernières cartes, mais qui ne peut pas ne pas les jouer. « Votre honneur, les informations financières présentées aujourd'hui sont d'une complexité considérable et nécessitent une analyse approfondie. Nous demandons à la Cour de surseoir à toute décision définitive tant que l'audit judiciaire complet n'est pas entièrement achevé. » Sa voix avait retrouvé une partie de sa maîtrise professionnelle, mais quelque chose en elle sonnait différemment qu'en début de matinée. Une résonance légèrement creuse que même lui ne pouvait dissimuler entièrement. Le juge croisa les mains sur son bureau avec une lenteur qui signifiait qu'il avait déjà pesé la question avant même qu'elle ne soit formulée. « Cet audit est déjà ordonné », rappela-t-il avec une précision qui n'admettait aucune discussion. Cependant, le partage des biens matrimoniaux peut être prononcé sur la base des éléments déjà fournis à cette cour. Il baissa les yeux vers les documents étalés devant lui, les parcourant une dernière fois avec une attention méthodique. La Cour estime qu'il existe des preuves suffisantes que des fonds ont été transférés via Fourniture du Rhône vers des comptes contrôlés par Madame Dubois. Le montant total identifié à ce jour sera considéré comme un bien matrimonial commun. En conséquence, Monsieur Dubois recevra 50% de ses fonds. Robert Lefebvre ferma les yeux un instant bref mais visible, celui d'un homme qui encaisse et se prépare à la suite. Le juge poursuivit, sans accélérer ni ralentir son débit, avec la régularité d'un métronome. Monsieur Dubois recevra également 50% de la valeur estimée de l'entreprise Dubois Construction. Une onde de choc traversa de nouveau la salle d'audience, perceptible dans le mouvement imperceptible de plusieurs corps se redressant simultanément. Daniel releva brusquement la tête, ses yeux s'écarquillant, toute la résignation provisoire qui s'était installée sur ses traits, balayée en une fraction de seconde par quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité pure. « Vous ne pouvez pas être sérieux ?» s'écria-t-elle, sa voix retrouvant soudain une intensité que je ne lui avais plus entendue depuis le début de l'audience. Un dernier réflexe de l'arrogance qu'elle avait cultivé pendant tant d'années. L'expression du juge ne vacilla pas d'un millimètre, impassible comme une surface de granit. « Je suis parfaitement sérieux, Madame Dubois. » Daniel se laissa tomber en arrière sur sa chaise, comme si une force invisible et soudaine l'avait poussé dans le dos, la vidant d'un coup de toute l'énergie qui lui restait. Pour la première fois de toute la matinée, elle parut réellement vieillie, diminuée, l'arrogance et la confiance inébranlable qui l'avaient accompagnée, en entrant dans cette pièce, s'étant définitivement évanouie, laissant quelque chose de plus nu et de plus fragile dans leur sillage. Le juge saisit de nouveau son marteau. « Cette cour est ajournée », déclara-t-il, et le claquement sec et solennel du maillet sur le bois résonna sous le haut plafond, clair et bref, scellant non seulement la fin de l'audience, mais aussi, je le sentis avec une certitude étrange et paisible, celle d'une ère entière de ma vie, avec une lenteur presque rituelle, comme si chaque geste avait son importance propre. Je rangeais mes documents dans mon classeur, les coins des feuilles soigneusement alignés, les intercalaires replacés à leurs emplacements. Autour de moi, les gens commencèrent à quitter la salle, leurs pas résonnant sur le parquet ciré, dans un rythme discordant et progressivement décroissant. Quelques-uns d'entre eux me jetèrent des regards furtifs en passant devant mon pupitre, non plus empreints de la moquerie ou de la condescendance que j'avais si souvent perçue dans des regards similaires au fil des années, mais simplement curieux, presque interrogateurs, comme s'ils cherchaient à déchiffrer l'énigme silencieuse que j'étais devenu à leurs yeux sans l'avoir vraiment cherchée. Daniel resta assise un instant, après que tous les autres se furent levés, seul dans sa rangée, son avocat ayant discrètement rassemblé ses affaires et s'éloigné, comme si la distance physique pouvait atténuer l'inconfort de ce qu'il venait de vivre. Son regard, lourd et épuisé, vidé de tout calcul, se posa de nouveau sur moi avec une lenteur qui ressemblait presque à de la résignation.
Je n'aurais jamais cru que tu ferais une chose pareille, dit-elle, sa voix portant un étrange mélange de frustration amère, d'une désorientation sincère et d'un respect inattendu, presque à contre-cœur, le genre de respect que l'on accorde à quelqu'un que l'on a longtemps sous-estimé et dont on mesure enfin, trop tard, la véritable stature. Je pris un moment pour laisser ces mots trouver leur place, sans hâte, sans le besoin de remplir immédiatement le silence. Puis je prononçai les mots qui avaient mûri en silence dans mon esprit pendant des mois, qui avaient pris leur forme définitive dans des nuits longues passées sous la lumière de l'écran, et qui, maintenant qu'ils sortaient enfin, sonnaient moins comme une réplique que comme une simple observation. « Tu n'as jamais cru que j'en serais capable ?» Danielle ne discuta pas, ne chercha pas à contredire ni à nuancer. Elle se contenta d'acquiescer lentement. Un hochement de tête unique et lourd de sens, comme si elle reconnaissait enfin une vérité qu'elle avait longtemps refusé de voir, peut-être parce qu'il lui avait été plus commode de ne pas la voir. Puis, sans un mot de plus, sans se retourner, elle quitta la salle d'audience, sa silhouette s'éloignant vers la porte, diminuée, les épaules légèrement voûtées sous un poids que même elle ne pouvait plus feindre de ne pas porter. La première chose que je remarquai en sortant du palais de justice fut l'air. C'était un contraste saisissant, presque une bouffée d'oxygène pur après l'atmosphère confinée et électrique de la salle d'audience. L'air était frais, froid et étrangement silencieux. Le palais de justice de Lyon, majestueux et imposant avec ses colonnes néoclassiques, se dressait fièrement au cœur du centre-ville, un monument de pierre et d'histoire. De là, la vie reprenait son cours habituel sur la rue de la République. Les bus gémissaient au feu rouge, des passants pressés traversèrent la rue, leur tasse de café à la main, tandis qu'un homme, le visage crispé par l'agacement, discutait vivement au téléphone près du coin de la rue. Le monde, en apparence, n'avait pas changé, continuait sa course effrénée, indifférent à mon drame personnel. Mais ma propre existence, elle, avait basculé, s'était transformée de manière irréversible. Je restai un instant immobile sur les marches en pierre, mon classeur serré contre mon flanc, sentant le froid de la pierre remonter à travers mes chaussures. 27 ans de mariage venaient de s'achever. Une ère entière s'était refermée avec la force d'une porte massive. Et, curieusement, je ne ressentais aucune colère, aucune amertume persistante. Une sensation de légèreté m'envahissait, comme si j'avais enfin déposé un fardeau écrasant que je portais, sans même m'en rendre compte, pendant une éternité. Mon téléphone vibra discrètement dans la poche intérieure de mon veston, une vibration brève et familière qui me sortit de mes pensées. C'était Émilie. Son nom s'afficha sur l'écran dans la lumière froide de mars, et une chaleur inattendue, douce et familière comme une main posée sur l'épaule, se répandit lentement dans ma poitrine. Malgré les épreuves récentes, malgré les mois de silence et de distances accumulées, Émilie restait un lien précieux et irréductible, une part de ma vie que les événements, aussi brutaux qu'ils aient été, n'avaient pas réussi à briser. Je m'écartai sur le côté des marches imposantes du palais de justice, laissant les autres passer, et répondis « Salut ma chérie », dis-je, ma voix adoucie presque malgré moi par l'émotion, retrouvant un registre que la journée entière n'avait pas eu occasion de convoquer. « Salut, Charles », répondit-elle, toujours avec cette délicatesse particulière qu'elle avait depuis toujours à prononcer mon prénom, comme si elle pesait le mot, comme si elle craignait de me froisser ou de trop s'approcher d'une intimité qu'elle avait appris à ménager avec soin. Sa voix portait cette douce sérénité du sud de la France qu'elle avait peu à peu adoptée depuis son installation à Nice, quelque chose de légèrement plus lent, de moins crispé que le rythme lyonnais. « J'ai entendu parler de l'audience aujourd'hui », ajouta-t-elle après une courte pause. « Maman m'a appelé plus tôt. » Bien sûr qu'elle l'avait fait. Danielle n'aurait pas manqué une occasion de donner sa version des faits avant que quiconque d'autre puisse établir la sienne, de construire son récit pendant qu'il était encore malléable. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demandai-je, sans animosité particulière, simplement curieux de savoir jusqu'où le récit avait été reconfiguré. Émilie soupira doucement, un soupir qui portait en lui une lassitude ancienne, celle de quelqu'un qui a longtemps servi de pont entre deux rives qui s'éloignaient. Que les choses ne s'étaient pas passées comme elle l'espérait. Je ne pus m'empêcher de sourire, un sourire teinté d'une amère satisfaction qui ne visait personne en particulier.
C'était une façon euphémique de le dire, une formulation soigneusement choisie pour minimiser sans mentir ouvertement. Mais je savais qu'Émilie, avec son intelligence tranquille et sa sensibilité aiguisée par des années d'observation de notre couple, comprenait parfaitement la gravité de ce qui se cachait derrière ces mots. Un silence s'installa sur la ligne. L'un de ces silences téléphoniques qui ont leur propre texture. Puis, elle reprit, choisissant elle aussi ses mots avec soin. Elle m'a dit que tu avais découvert des problèmes financiers au sein de l'entreprise. Je regardais un instant les passants pressés qui descendaient les marches autour de moi, leur vie continuant leur cours ordinaire, indifférente à ce qui venait de se jouer dans la salle d'audience derrière moi. Je choisis mes mots avec la même précision que j'avais appris à apporter aux chiffres. J'ai trouvé la vérité, Émilie. Rien de plus, rien de moins. Un autre silence, plus long cette fois, plus habité. Je me suis toujours demandé pourquoi tu avais cessé de travailler avec l'entreprise, confia-t-elle finalement, sa voix prenant cette tonalité particulière des aveux que l'on a gardés trop longtemps pour soi. Ça n'a jamais eu de sens pour moi, jamais vraiment. Eh bien, répondis-je doucement, mon regard se perdant sur les passants pressés de la rue de la République, les manteaux sombres et les visages fermés contre le froid. Parfois, les choses ne prennent leur sens que bien plus tard, quand le voile se lève enfin et que la lumière éclaire les zones d'ombre qu'on avait cessé d'interroger. Je ne cherchais pas à en dire davantage. Certaines vérités avaient leur propre rythme et Émilie avait toujours su attendre. Émilie prit une profonde inspiration, le genre qui précède les mots importants, ceux que l'on a retournés dans sa tête avant de les laisser sortir. « Je suis contente que tu te sois défendue », dit-elle, et ces quelques mots, prononcés avec une sincérité désarmante et absolue, eurent plus de poids pour moi que n'importe quelle décision de justice rendue ce matin-là, plus que le claquement du maillet, plus que les chiffres projetés sur l'écran. Ils résonnaient autrement, comme une validation qui ne devait rien aux preuves ni aux procédures. Une reconnaissance simple et directe de ma douleur et de la résilience qu'il m'avait fallu rassembler pour traverser les mois précédents sans me briser. « Merci », dis-je doucement, le cœur serré par une émotion que je ne cherchais pas à dissimuler, parce qu'il n'y avait plus personne devant qui se tenir droit et impassible. Nous parlâmes encore quelques minutes de choses ordinaires, et cette ordinarité elle-même avait quelque chose d'un cadeau inattendu. Son travail d'architecte paysagiste à Nice, qui avançait bien, un projet de jardin méditerranéen dont elle parlait avec une animation légère et contagieuse, le temps ensoleillé qui régnait sur la côte d'Azur pendant que Lyon était enveloppé dans son gris de mars, l'appartement qu'elle venait d'emménager près de la plage avec sa vue sur la Méditerranée et l'air salin qui entrait le matin par la fenêtre entr'ouverte. Des détails simples et concrets, la texture d'une vie qui continuait de se construire. Quand nous raccrochâmes, le silence qui suivit n'était pas vide mais plein, chargé d'une réalisation simple et profonde qui s'imposa à moi sans effort, comme une évidence que l'on n'avait pas besoin de chercher. La famille que je pensais avoir perdue dans le fracas de ces dernières années n'avait pas complètement disparu. Une partie d'elle avait simplement changé de forme, s'était reconfigurée autour de ce qui était solide, s'était adaptée avec la discrétion des choses qui durent vraiment, et restait, d'une manière que je n'avais pas su anticiper, plus forte qu'avant, purifiée par l'épreuve comme le métal par le feu. 6 mois s'écoulèrent, 6 mois de transition où ma vie s'installa dans une quiétude nouvelle, presque inespérée. Ces mois furent une parenthèse bienvenue, une période de convalescence silencieuse où les cicatrices de l'ancien monde commençaient à s'estomper, remplacées par une sérénité que je n'avais pas connue depuis des années. L'audit de l'entreprise avançait à son rythme lent et méthodique. La DGFiP avait fini par ouvrir une enquête approfondie sur les virements suspects vers Fournitures du Rhône. Je ne suivais pas chaque détail avec assiduité. Je n'en avais plus besoin. Les nouvelles voyagent vite dans les milieux professionnels lyonnais, et les conséquences de mes révélations se déroulaient inéluctablement, comme un fleuve suivant son cours. Un après-midi, alors que le soleil de fin d'été caressait ma nouvelle demeure d'une lumière dorée et douce, Marc, l'ancien chef de projet de Dubois Construction, m'appela. Je me trouvais sur la terrasse de ma nouvelle maison, près d'Aigues-Mortes, dans le sud de la France, savourant la brise marine. J'y avais déménagé 3 mois plus tôt,
après avoir touché ma part de la liquidation d'actifs, tournant définitivement la page sur mon ancienne vie. J'avais acheté une petite propriété près de l'eau. Rien de luxueux, juste une maison de 2 chambres avec une terrasse donnant sur le marais. Un havre de paix où le temps semblait s'étirer, invitant à la contemplation. « Charles, » commença Marc, sa voix empreinte d'une certaine gravité. « Tu as probablement déjà entendu la nouvelle ?»« Quelle nouvelle ?» demandai-je. « Dubois Construction a déposé le bilan ce matin. » Je me penchai en arrière dans mon fauteuil en rotin, le regard perdu sur l'horizon lointain. « Que s'est-il passé ?» demandai-je à Marc, même si la réponse me semblait évidente. « Eh bien, » dit-il prudemment, « l'audit a révélé bien plus de problèmes que quiconque ne l'avait imaginé. Des millions d'euros de détournements, des comptes falsifiés, des transactions douteuses. C'était une toile de malversation bien plus vaste que ce que l'on soupçonnait. « Et Laura Mercier ?» demandai-je. Marc laissa échapper un petit rire sec. « Elle a disparu il y a des mois. Personne ne l'a revue depuis que les premières rumeurs d'enquête ont commencé à circuler. Cela non plus ne me surprit pas. Les personnes attirées par l'argent facile s'évanouissent rarement lorsque les difficultés surgissent. Elles s'évaporent, laissant derrière elles un sillage de dettes et de désordre. Après avoir raccroché, je restais là, observant la marée monter lentement à travers les herbes hautes du marais. Un spectacle hypnotisant de la nature. Un héron s'avançait avec une grâce infinie le long du rivage, ses longues pattes sondant l'eau avec une patience infinie, à la recherche de sa proie. Pendant un long moment, je me contentais d'écouter le vent murmurer à travers les roseaux, un son apaisant qui balayait les dernières traces de l'agitation passée. L'étrange chose avec la vengeance, c'est que les gens l'imaginent dramatique, triomphante, une explosion de justice éclatante. Mais ce n'était pas ce que je ressentais. Ce que je ressentais était un calme profond, une paix inattendue, la quiétude d'une conscience apaisée. Car la vérité est que je n'avais pas cherché à détruire Daniel. En retirant la protection silencieuse que je lui avais toujours offerte, j'avais simplement cessé de la protéger d'elle-même, la laissant faire face aux conséquences inéluctables de ses propres choix. Pendant des années, j'avais été le pilier silencieux sur lequel Daniel s'appuyait, le gardien discret de ses imprudences. J'avais couvert ses erreurs avec une diligence presque obsessionnelle, équilibré les comptes avec une précision chirurgicale, aplani les problèmes avant même qu'ils n'atteignent sa conscience et justifié des décisions qui, au fond, n'avaient aucun sens économique. C'était un travail ingrat, souvent invisible, mais essentiel à la survie de Dubois Construction. Le jour où j'ai cessé de jouer ce rôle, où j'ai retiré ma protection, tout le reste a suivi son cours naturellement, inévitablement, comme un château de cartes privé de sa base. Quelques semaines plus tard, le hasard me fit croiser Sylvie Martin, l'ancienne expert comptable de Dubois Construction, dans l'allée d'un supermarché local lors d'un passage à Lyon. Nous nous retrouvâmes côte à côte dans la file d'attente de la caisse. Elle se tourna vers moi, un sourire poli aux lèvres. « Votre ex-femme est toujours à Lyon ?» demanda-t-elle d'un ton désinvolte. Mon cœur ne fit pas un bond. Ma respiration ne s'accéléra pas. « Ah oui ?» répondis-je, ma voix neutre. « Oui, je l'ai aperçue dans une brasserie du centre-ville le mois dernier. » Elle haussa les épaules, un geste anodin. Elle avait l'air fatiguée. J'acquiesçai poliment, sans ajouter un mot. C'était tout. Pas de colère, pas de satisfaction triomphante, juste la reconnaissance tranquille que la vie continue pour tout le monde, même lorsque les empires s'effondrent. Plus tard ce soir-là, je m'assis de nouveau sur la terrasse de ma maison d'Aigues-Mortes, une tasse de thé chaud entre les mains. Le ciel, au-dessus du marais, se teinta d'abord d'un orange flamboyant, puis vira progressivement à un violet profond et mélancolique à mesure que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant un tableau éphémère de sérénité. Je repensais à la salle d'audience, à ce moment précis où Daniel s'était penché vers moi, un rire moqueur aux lèvres, si certaine de sa victoire, si convaincue de son impunité. Je me souvins de son arrogance, de sa conviction inébranlable que rien ni personne ne pouvait l'atteindre. On sous-estime souvent les hommes discrets, surtout les hommes d'une 50aine d'années qui ont appris à observer plus qu'à parler. Les autres voient le calme et le prennent pour de la faiblesse, une absence de réaction, une forme de résignation ou même d'apathie.
Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce calme est souvent le fruit d'une longue expérience, d'années d'observation attentive des rouages du monde, d'un apprentissage silencieux des mécanismes de la justice. Je n'avais jamais eu l'intention d'humilier Daniel. Je n'avais jamais planifié de ruiner son entreprise. Tout ce que j'avais fait, c'était de dire la vérité quand le moment était venu, quand l'opportunité s'était présentée, sans fioriture ni exagération. Et parfois, la vérité, à elle seule, est une force suffisante, une arme implacable, qui n'a pas besoin d'être brandie avec fracas pour faire des ravages. Si vous avez déjà été sous-estimé dans votre vie, si l'on a confondu votre discrétion avec de l'apathie, vous comprenez probablement ce sentiment, cette puissance tranquille qui réside dans la patience et la vérité. La meilleure réponse n'est pas toujours bruyante, ni spectaculaire. Elle est souvent patiente, silencieuse, et se manifeste au moment où l'on s'y attend le moins. Ce soir-là, depuis ma terrasse d'aigues mortes, les yeux perdus dans le violet du crépuscule, je sus avec une certitude tranquille que j'avais fait ce qu'il fallait. Non pas pour me venger, mais pour rétablir la vérité. Et cette vérité, patiemment construite dans le silence de nuit solitaire, avait tout changé, de manière irréversible et définitive.